Apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à vous en cette matinée du 16 janvier 2021. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Ce matin, honneur aux animaux. Et bien oui, on va parler beaucoup d'animaux ce matin sur plusieurs facettes. Nous allons nous intéresser au début d'émission à la pêche sportive. Donc, qu'en-est-il de cette pêche? Quelle est la réglementation de cette pêche? Comment la pratiquons? Ce sera donc des questions auxquelles nous répondrons en compagnie de nos invités. Nous parlerons également aux allergies des animaux. Ce sera donc en compagnie d'un vétérinaire qui viendra donc nous parler de comment gérer donc les allergies aux animaux, particulièrement lorsque nous avons des enfants allergiques donc à certains types d'animaux. Comme à l'accoutumée, nous terminerons l'émission avec Meissa Bellaroussi. Elle recevra un invité ce matin et c'est pas n'importe quel invité puisqu'elle va recevoir encore un invité qui s'intéresse aux animaux et elle viendra donc nous parler des animaux de compagnie. Quel est l'impact des animaux de compagnie, surtout dans la psychologie des enfants? Une autre rubrique habituelle du samedi, à savoir Samira Hadjamar. Ce matin, elle va s'intéresser à une exposition de photographie qui est très particulière. Nous aurons un peu plus de détails en compagnie de Samira Hadjamar dans un petit moment. Voilà un peu pour le menu de ce matin, mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Abd. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va Mina? Ça va. Aujourd'hui, pas de soleil, hein? Non, pas trop de soleil. Voilà, un temps plutôt couvert ce matin. Couvert, froid aussi. Couvert, froid, humide. Humide. Très humide. La totale. Pluvieux. On n'a pas eu encore de pluie ce matin, mais peut-être dans un petit moment, durant la journée. Oui, ça va commencer. Voilà, peut-être un peu plus de détails, Mina. Merci. Merci. Toujours généreuse, Mina, toujours généreuse. Je fais ce que je peux. On y va? On commence? Merci, Mina. Merci, Bonjour à tous et excellent réveil. On commence ce bulletin avec cette carte vigilance jaune des pluies qui seront sous forme d'averses, affecteront la partie centre, quelques régions du centre et quelques régions de la partie est des pluies assez marquées. Météo Algérie a mis un BMS et ce BMS prendra fin à partir de ce soir. Un temps assez froid également, vigilance jaune du côté de l'Ama et Al-Bayad avec des températures qui vont baisser pour cette journée. Donc le temps pour cet après-midi, un ciel plutôt nuageux, parfois couvert sur le centre et l'est du pays, des pluies qui seront sous forme d'averses orageuses, de la neige sur les hauteurs dépassant les 900 mètres d'altitude. On aura un ciel dégagé à l'ouest, dégagé également sur le Nord Sahara, la Saoura, les oasis, le Sahara central et puis voilé vers l'extrême sud de l'Hogar et le Tassili. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera une baisse du mercure avec un minimum de 6 degrés à Batna, 8, Djelfa, 9 degrés à Al-Bayad El Hama, 10 degrés à Tiaret, 14 à Alger, 12 degrés seulement à Tizi Ouzou, on notera 17 degrés Gardaya, Hassim Saoud, 19 à Ilizi, 22 degrés Béchar, Tindouf, Tanara, Sete Janet et enfin 31 degrés, ça sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer peu agitée à l'ouest du pays, agitée sur le centre et l'est avec des vents entre 10 et 20 km/h vers la partie ouest, entre 20 et 40 km/h sur le centre et enfin entre 30 et 40 km/h vers la partie est. Place tout de suite au continent européen. Pour aujourd'hui, un ciel plutôt dégagé à Rome, voilé à Madrid et dégagé également à Lisbonne. Et puis on notera des passages nuageux avec des pluies assez marquées à Paris, de la neige à Moscou, des pluies également à Istanbul. Et puis côté Mercure, on notera des températures plutôt fraîches avec 2 degrés seulement à Paris, 8 à Londres, 10 à Rome, 4 degrés à Madrid, moins 3 degrés à Vienne, 7 degrés à Istanbul, moins 14 degrés à Kiev et enfin moins 16 degrés à Moscou. Excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. On a entendu moins 16, Mina? Moins 16, oui, c'est énorme.
C'est énorme. Je ne veux pas imaginer en fait. Et dire qu'il y a quelques années où la température a même baissé jusqu'à -50, mais on a vraiment du mal à imaginer de telles températures finalement. Non, Déjà, là, nous, à 14, 12 degrés, pour nous, déjà, il fait très il fait froid. très froid. Alors, on n'est pas habitué au froid aussi. on n'est hein. pas habitué au froid. On n'est Il pas faut dire habitué que au froid. l'Algérie, quand même, les Ça. pays de l'Afrique du Nord sont quand même des pays chauds, il faut Assez dire. chaud, d'accord. Assez chauds. Comme on n'est pas habitué au froid, donc même si on avait 10 degrés, on se sentirait. On s'en tirait, Ah mais oui, moins beaucoup, 16. moins 16, c'est même pas on a la vraiment peine. du mal Le à Kingdom, imaginer. En fait, c'est Ouais. ça, c'est glaçon, en mode glaçon direct. C'est clair, je m'imaginerais même pas vivre vraiment un instant à -16 degrés. J'imagine que je mettrais toute ma inimaginable. garde-robe et encore. Eux, ils sont habitués. Ils sont habitués, voilà. Voilà, c'est beaucoup plus une question d'habitude. Mais sinon, il faut dire que chez nous, les villes du Sud continuent à être gâtées par le soleil, mine de rien. Oui, ils ont de la chance. Même les températures, elles sont plutôt agréables. hein. Ouais, ils ont de la chance, c'est Amal Aribi qui ne Hein. sera pas d'accord avec toi, par contre. Oui, bon, elle aime la pluie. Hein. Voilà, elle aime la pluie. Salut, effectivement. Amel. Et puis, il faut dire aussi qu'on aime bien la pluie quand elle vient. Exactement. Donc, Comme on dit, fait durant froid. sa période. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Mina. Merci, On Noah. te retrouvera très bientôt, Très Mina. bientôt. Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup. Donc, on te retrouve déjà tout à l'heure après le journal du midi, ensuite 19h et très bientôt, Inch'Allah, sur Inch'Allah. Bonjour d'Algérie. Merci. Allez, bonne semaine, Merci. Mina. Et on continue. Donc, le programme, ce sera une pause musicale comme à l'accoutumée que nous vous proposons en ce moment. Et ce sera en compagnie de Bab El Ouest qui nous interprète la chanson Toraya. Et voilà, c'était donc une chanson en compagnie de Bab El Ouest qui nous a interprété Thoraya. Et en ce moment, donc on va parler de pêche sportive, une discipline sportive qui s'impose de plus en plus en Algérie. Pour en parler avec nous, les représentants donc, de l'association pêche sportive Tlemcen, qui est représentée ce matin par son président, Monsieur Yazid Toufiq. Bonjour. Bonjour. Marhaba.
Parmi nous également, Monsieur Malik Wenish, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes membre de l'association et vous êtes responsable des concours au sein de l'association. Tout à fait. Voilà, marhaba bikoum. Ouais, Alors, la pêche sportive, donc, avant d'en parler, on va peut-être parler de l'association. L'association, en quelques mots, sa naissance, ses objectifs. L'association a vu sa naissance en juillet 2013 et nous, on existait bien avant sa naissance, ce qui nous a conduit à créer l'association. Comme objectif, c'est faire connaître la discipline du fait que c'est une nouvelle discipline sportive à part entière, comme tous les sports. Et on fait la promotion de cette discipline dans notre pays, comme à l'instar de tous les pays où il y a cette discipline, et comme objectif aussi que, je pense, représentation nationale au sein des nations de la pêche sportive dans le monde. Alors la pêche sportive, donc c'est déjà deux activités à la fois, c'est la pêche et c'est du sport, n'est-ce pas? Donc finalement la pêche sportive, exactement c'est quoi comme discipline? La pêche sportive comme discipline, c'est comme la pêche courante, mais simplement elle est pratiquée dans un laps de temps réduit, régi par des lois qui organisent cette discipline, et ça demande un petit peu plus d'efforts que la pêche classique, où ce qu'on peut dire la pêche récréative, où la personne se fait plaisir, le pêcheur se fait plaisir, et là il fait carrément du sport, donc un aller, va-et-vient, lancer, ramener et tout ça. Voilà, joindre l'utile à l'agréable finalement. Tout à fait. Voilà, et sinon donc pour ce qui est de la pêche sportive, quelle est un petit peu la place de cette discipline ici en Algérie? Ici en Algérie, à travers APS Tlemcen, a été connu en 2015 avec un trophée qu'on a installé. Et donc à partir de 2015, il y a eu la création du FENEC. Le FENEC, c'est un trophée spécifique à APS Tlemcen. On participe, et donc c'est un concours national, parce que sur le domaine de la pêche sportive, actuellement, il n'y a que APST qui porte le nom de Association de pêche sportive. Et à travers ceci, il a été lancé ce trophée où 22, 23, tout dépend chaque année combien de wilayas participent à ce concours à travers des pêcheurs sportifs qu'on fait adhérer à notre association et auxquels ils contribuent à ce sport. Donc ça s'est pratiqué à partir de 2015, 16, 17, 18, 19. Et ça a été le dernier concours par rapport au Corona. Et voilà, aujourd'hui on comptabilise, c'est-à-dire à chaque concours c'est à peu près 100 personnes, 100 pêcheurs qui participent. Quand même, oui. Donc on peut arriver jusqu'à 120 pêcheurs par compétition, sachant que chaque compétition elle est partagée en 3 manches. Donc sur 2 jours, une le matin, une de nuit, l'après-midi, le 3e jour. Ah, il faut avoir de l'endurance pour ça. Oui. Et chaque manche, c'est 5 heures de participation quand même. Quand même. Voilà. Et donc à travers ces concours, on a pu comptabiliser le nombre de pêcheurs. Oui. Donc la première année, il y a eu un nombre d'une centaine qui sont venus. La deuxième année, les mêmes sont revenus. Il y a eu d'autres nouveaux. Donc à partir de là, donc le réseau a commencé finalement à s'élargir chaque année. Aujourd'hui, il y a eu pratiquement 560 pêcheurs qui sont passés sur nos concours sur 5 ans de trophées. Très bien. Alors, pour faire plus ample connaissance avec la pêche sportive, notre collègue, donc Rilez Ould Hamouda, s'est intéressé à la pêche sportive. Je vous laisse découvrir ce reportage et on se retrouve juste après. Décaplage était le théâtre d'une compétition de pêche en bord de mer, une discipline que l'on nomme surfcasting. Des cannes en carbone de 4,20 m à 4,50 m, spécialement dédiées à la pêche en bordure de plage. Le tout équipé de lignes en nylon, montées avec la plus grande précision. Pour le surfcasting, c'est une technique de lancer sur les vagues ou rami فوق الأمواج. Pour la pêche sportive, c'est une technique de pêche pratiquée par des personnes en possession d'une licence sportive et dans un cadre légal et réglementé. Cette plage de Intaya, située à l'est d'Alger, un joli spot de pêche où toutes les conditions étaient réunies pour le bon déroulement de la compétition. En surfcasting, le bon pêcheur doit dresser un état des lieux précis pour adapter son matériel, son appât et sa technique. Ainsi, le résultat ne se fait pas attendre.
Un début de compétition, la matinée assez difficile, pas de touche. Mais à partir de 11h30, 10h30, alhamdoulilah, il y a eu quelques touches, de beaux petits marbrés, dépassant la taille, c'est-à-dire autorisée pour la pêche. Voilà, on a un ami qui pêche aussi. Inch'Allah, bon courage pour tout le monde. Comme vous voyez, c'est une belle journée. La mer, elle est belle, toutes les conditions sont réunies. Bon, on utilise plusieurs appâts. On a la crevette grise, le calamar, la sépia, c'est-à-dire les appâts autorisés, bien sûr. On n'a pas le droit d'utiliser le ver de terre et tout. On utilise des montages très très fins, c'est-à-dire pour cibler le maximum de poissons. Cette compétition rentre dans le cadre d'un championnat organisé par le Comité national de la pêche sportive, un championnat qui a débuté d'ailleurs en 2019. راح يلعبوا على اون بارتي دو 5 heures اللي يكون فيها الديبا واللي يجمع كيما نقولوا لا ريكورد البواسون البوا البلو إلفي هو اللي راح يكون لو ميو كلاسي. سا سباس انسي اليوم راح نشوفوا لا بارتي راتراباج il y avait من قبل دي كاليفيكاسيون au niveau تاع البول است et le pôle centre. اليوم يديسيد ان شاء الله كي فون الي اون فينال d'après une pesée راح يتوزن الحوت والسبور هذا il est très actif. On est aussi en train de préparer un terrain pour le développement de ce sport. On invite toutes les personnes qui peuvent nous aider à développer ce sport-là, à créer. On est en train de créer des clubs, on est en train de créer des associations, on est en train de créer une pyramide qui va nous permettre dans un futur moyen, Inch'Allah, d'avoir une fédération et de mieux gérer ce sport-là. La pêche sportive, une discipline en pleine émergence, où tout reste à faire. Voilà, c'était donc un reportage de Riles Ould Hamouda qui nous a un petit peu présenté une discipline. C'est ce que vous étiez en train de m'expliquer. Donc c'est une discipline parmi tant d'autres donc de la pêche sportive. Donc là, très vite on déduit qu'il y a plusieurs disciplines. Bien sûr, bien sûr. Donc, dans la pêche sportive, elle englobe plusieurs disciplines. Il y a la pêche sportive en embarcation, il y a la pêche au gros, il y a la pêche surtout en eau douce. Dans l'eau douce, il y a aussi plusieurs disciplines à pratiquer. Il y a ce qu'on appelle la pêche de la carpe. C'est la pêche en batterie, il y a la pêche feeder. Donc, c'est des sous-disciplines qui englobent la discipline mer qui est la pêche sportive en eau douce. En eau de mer, il y a la pêche embarcation qui est la palangrotte, c'est pêcher au large. Et il y a la pêche des espadons, donc ça reste dans le cadre sportif, no-kill, prendre le poisson, le peser, et à la fin il faut avoir le podium. Voilà. Lorsqu'on dit sport, on dit podium, on dit champion. C'est ça le premier objectif finalement. Voilà. Alors là, vous me tendez la perche justement, qui dit sport, on dit podium, on dit réussite. Quand on dit podium, réussite, on dit réglementation. Bien sûr. Donc il y a toujours une... Donc j'imagine que la discipline est réglementée. Donc qu'en est-il de cette réglementation? Voilà, donc pour la réglementation, lorsqu'on est parti sur l'idée de pratiquer le sport, la pêche sportive a une affiliation qui fait, c'est la Fédération internationale de pêche sportive, qui elle est sous couvert d'une confédération internationale de pêche sportive. La confédération, elle est organisée sur 4 fédérations. Donc vous avez la fédération de pêche en mer, vous avez la fédération internationale bien sûr de pêche en eau douce, vous avez la fédération de pêche en mouche qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez déjà vu sur un documentaire où vous voyez le pêcheur qui lance ce qu'on appelle à la mouche. Donc la mouche c'est le leurre, on va dire la mouche elle-même qui est représentée en eau douce. Donc, finalement, ce sont des fédérations qui se sont carrément spécialisées dans des disciplines particulières. Ça c'est des fédérations internationales. Et vous avez la 4e qui s'appelle la fédération en long casting. Le long casting c'est le lancer de plomb, on va dire vous lancez mais en hors mer. C'est pour trouver des sportifs sur la portée du lancer.
donc sur du gazon, sur du sable, sur la terre, et c'est pour les calculs de distance, et voir à quel niveau sont arrivés les lanceurs, les pêcheurs, et c'est un sport spécifique qui fait partie d'une fédération. Les 4 fédérations font partie de la Confédération internationale de pêche sportive. À partir de là, nous on a fait l'approche directement comme tout sport qui se respecte. Par exemple, vous avez le foot, la FIFA qui a son propre règlement. Oui. Donc dans la pêche sportive, c'est la FIPS qui est Fédération internationale de pêche sportive, et c'est la réglementation avec laquelle on a fait notre approche par rapport à nos concours de FENEC, et c'est à travers cette réglementation qu'on a fait apprendre aux pêcheurs ce qui était le règlement réel, et partir sur la base réelle, donc apprendre réellement quelle est la vraie réglementation. C'est pas du côté aujourd'hui on va apprendre un petit peu, sur un petit concours, non, c'est partir directement sur la réglementation officielle de la FIPS, et on est arrivé aujourd'hui, on va dire, à pouvoir maîtriser 80% de la réglementation. C'est pour pouvoir faire suivre le pêcheur, parce que la réglementation, elle est pas facile, très difficile. Compliquée, elle est complexe. Donc on essaie de jouer, d'alléger un petit peu durant les concours, et en même temps faire découvrir aux pêcheurs. Donc il découvre, il pratique, il apprend. Donc on prend par exemple 30, 40, 50% du règlement, on le fait appliquer, et le prochain concours, on injecte la suite. À partir d'un 3e, 4e, vous avez un sportif complet qui maîtrise tout à fait pour une nouvelle discipline. Voilà, donc la réglementation internationale. Donc là, c'est tout un suivi. Finalement, c'est un encadrement du pêcheur sportif. Voilà, mais en amont, j'ai envie de dire, peut-être ma question, quelles sont les conditions donc, pour qu'un pêcheur sportif puisse adhérer déjà à l'association et participer à ces concours? Oui, juste, j'ajoute quelque chose. Autant que discipline sportive, c'est-à-dire un cadre de loi, et ces lois sont puisées des instances internationales qui régissent cette discipline mondialement. Donc de là, chaque pays puise ses lois de ces instances qui est la CIPS et la Fédération internationale. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, ce qui fait que pour adhérer à l'association, chaque année, on lance un appel pour l'adhésion. Et encore ceux qui participent au concours, ils voient, ils aiment, ils demandent est-ce qu'on peut adhérer. Oui, elle est ouverte à tout le monde. Mais on a obstacle que l'Algérie est grande et on a un si grand littoral. On ne peut pas recenser tout le monde. Donc, ceux qui savent ou bien qui sont branchés, Facebook, les réseaux sociaux et tout, ils peuvent avoir accès à l'information. Mais la plus grande majorité n'ont pas accès parce qu'ils sont toujours face à la mer. Donc il n'y a pas beaucoup d'associations. Il n'y a pas beaucoup d'associations sur le terrain qui activent dans chaque wilaya, qui peuvent absorber toute cette masse existante sur le terrain, sur les plages. Et le but essentiel, qui est indissociable, c'est qu'est-ce qu'on va transmettre de cette pêche sportive. Donc, il y a un terrain de foot, il y a un ballon, il y a un footballeur, il y a un esprit sportif. Protéger le terrain, c'est garder le ballon, c'est avoir toujours un joueur. C'est comme ça dans la pêche. L'environnement, protéger cette mer où c'est notre terrain, c'est la transmission de la fragilité de l'écosystème, que ce soit marin ou fluvial. C'est notre terrain. Il faut prendre conscience de ce qui se passe pour enfin au moins laisser aux générations futures cette discipline. Là, elle n'est pas encore totalement installée. Peut-être qu'on va en parler dans les perspectives, mais c'est ça en gros le message qu'il faut passer. Donc, ça fait un très beau travail d'éducation et de sensibilisation finalement à la question environnementale. C'est indissociable. Pourquoi ? Parce que, juste, je conclue. Avant, il y avait le pêcheur qui avait
cette sagesse, les biens, les calmes. Oui. Donc on lui ajoute l'action sportive et c'est tout. Voilà. De toute façon, il est calme, ça se voit. Hein. Nous avons deux représentants de la pêche sportive, ça se voit. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Peut-être un dernier mot avant de se quitter? Oui. On aimerait bien donc maintenant un si grand pays comme l'Algérie qui est totalement absent de la scène internationale et je trouve que c'est le moment d'aller de l'avant vu qu'à l'instar de nos voisins qui sont juste à côté, ne parlons pas de l'Afrique, juste à côté, Maroc, Tunisie, qui sont représentés au sein des instances, ce que nous œuvrons pour avoir notre fédération, si ce n'est une instance qui a son appellation de la discipline, c'est-à-dire Fédération de pêche sportive. Et enfin, nous pouvons représenter ce grand pays de la pêche. Merci beaucoup, M. Oueniche. Un dernier mot? Voilà, moi je voudrais juste faire une petite intervention sur le reportage qu'on a vu. Alors c'est le comité de la pêche sportive au sein de la Fédération Sport pour tous, que je remercie pour les efforts aussi qu'ils accompagnent et qu'ils font. Et c'est un grand travail, eux aussi, ils sont sur le terrain, et ils vont aussi, c'est-à-dire, ils vont vers le pêcheur, vers l'esprit sportif. Et là, je voudrais bien les remercier. Et ça fait plaisir et on se complète vers un objectif qui est la Fédération de pêche sportive. Inch'Allah, voilà, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci M. Yazid Toufik, donc vous êtes le président de l'association pêche sportive Tlemcen. Merci à vous, M. Malik Oueniche, donc vous êtes membre de l'association pêche sportive Tlemcen. Vous êtes aussi donc le responsable des concours au sein de l'association. Merci beaucoup à vous. Alors on continue notre émission et là, ce sera donc un reportage que nous vous proposons. C'est un reportage que Sofiane Hamoudi s'est intéressée auprès des enfants. Donc il y a eu des enfants au sein d'une école, l'école Newton, qui ont célébré à leur manière Yinayel. Ça fait juste quelques jours que nous avons célébré Yinayel. Je vous laisse découvrir donc cet esprit enfantin, donc comment les enfants s'expriment pour fêter, donc pour célébrer ce nouvel an berbère, et on se retrouve juste après. C'est dans cet établissement Newton que tous les élèves du primaire ont célébré Yinayel, une fête qui raconte un chapitre de l'histoire d'une Algérie riche, unie et flamboyante. Yinayel est une fête très très importante. C'est une fête qui vient après la cueillette des olives, après la fin des labours. Hein. Et tout ça, l'homme en profite. Hein. C'est la base de sa vie. Comme repas traditionnel, on a préparé un couscous spécial. On appelle ça sksoou svaï soufer. C'est quoi svaï soufer? C'est 7 légumes. 7 légumes qui sont ajoutés à la sauce. Et c'est une coutume dans toutes les régions d'Algérie. La culture, seule et unique témoin du temps, même s'il use dans son passage, reste impuissant devant la force de légendes, des chansons, des poèmes et des contes. Voilà les enfants ce que c'est que le 13. C'est un mélange de bonbons, de dragées, de chocolat. Dans des familles où il y a des enfants en bas âge, des bébés, et bien ce 13, on installe le bébé dans une djifna, c'est-à-dire on dit en kabyle. On habille bien le bébé, le grand-papa vient, il lui coupe une mèche de cheveux et par petites poignées, on arrose le bébé avec ce 13. C'est une coutume. Avec toutes ses couleurs, une liberté dans l'air, celle d'exister. Un esprit porté, dans cette fête, par ce qu'il y a de plus sain, l'innocence des enfants. C'est une fête que toute l'Algérie fête. Une fête où on célèbre tous. طيبنا عشتها بنينا بزاف وسهرنا درنا تراس وطيبنا المعارك وخفاف كانت حفلة جميلة. Je sais chanter Temps de pluie. Temps de pluie tout à coup sur nos fronts, sur nos champs, nos maisons.
Un déluge ici, l'orage en cette saison, quelle en est la raison. Une fête avec la participation de nos élèves, de ces élèves bien sûr, pour honorer et raviver la culture berbère. Voilà. La direction de cet établissement a remercié vivement l'ensemble du personnel enseignant et administratif qui ont déployé des efforts considérables et exemplaires en un temps record pour l'organisation de la fête de Yinaïr de 1971. Voilà, très très beau reportage, une très belle ambiance en compagnie des enfants donc, qui ont marqué le nouvel an berbère à leur manière. Donc on reste un petit peu dans ces couleurs de terre, dans ces couleurs amazières, dans ces couleurs berbères. Ce sera en compagnie non pas de Samira Hadjamé, mais à travers son écharpe. Samira, bonjour. Très belle écharpe. Hein. Superbe écharpe. Moi aussi, j'aime beaucoup. Vraiment superbe. J'aime beaucoup. Très chatoyante et puis il y a de la symbolique. Bonjour Nour d'abord. Oui, j'ai dit bonjour. Moi, c'est moi qui n'ai pas dit bonjour. Ah d'accord. Alors, moi, je suis partie directement dans le... Elle est attirante. Très attirante. Oui, c'est les mains d'orfèvre, de couturière, de brodeuse, de Tougourt. De Tougourt, oui. Du bledi, qui est magnifique. La broderie J'avais reconnu un petit peu, oui. le... Parce qu'il y a quand même des symboles, parce qu'il faut dire que chaque région, mine de rien, c'est un continent en Algérie, Samira, mine de rien. Que chaque région a des symboles particuliers qu'on reconnaît très vite dans les tapis, dans les habits, dans les écharpes de cette manière. Et là, très vite, j'ai su que tu étais quelque part du côté de Ouargla. C'est connu, exactement. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est des femmes qui le font et parce qu'elles luttent. Elles luttent contre l'industrie filante. Oui. Voilà, ça va très vite, mais elle résiste. Mais il faut dire, c'est bien là qu'il y a un retour, en force finalement, vers tout ce qui est patrimoine, vers tout ce qui est terroir. On n'a qu'à voir par exemple les expositions qui se font. Donc on voit un petit peu l'engouement des gens et comment les gens apprécient finalement tout ce qui est fait main. Et voilà, et donc c'est des femmes qui continuent à travailler à la vieille méthode, c'est ancestral, c'est beau, c'est magnifique et puis c'est algérien. C'est algérien. C'est algérien, je suis ravie. Oui, en tout cas, ça te va super bien. Merci. Voilà, merci et tu portes bien en valeur. Alors, on va rester quand même dans ces techniques de travail, on va rester dans des techniques artistiques, mais cette fois-ci, on ne va pas dans l'ancestral, on ne va pas dans le terroir, on va dans une technique complètement moderne. Exact. N'est-ce pas, que tu as choisi aujourd'hui? Totalement moderne. Stop motion. Exact, mais qui existe depuis 30 ans. Qui existe depuis 30 ans. Existe depuis 30 ans. Mais bon, 30 ans, c'est déjà moderne, hein? Oui, on va dire, c'est quand même, c'est relativement... Contrairement au symbole de cette écharpe qui ont quand même quelques centaines d'années. Exact, c'est ça. Et donc, je me suis intéressée cette fois-ci au stop motion. Pourquoi? Parce que je me suis intéressée à Khairuddin Khaldoun, qui est notre collègue. C'est un enfant de la télé, bien sûr. C'est un enfant de la télé, c'est un grand artiste de la télé. Un grand artiste, c'est un artiste complet en ce qui me concerne. Mais c'est surtout, c'est un personnage pour moi. Comment je l'ai connu? Très simplement, je le croisais au montage. Et puis, le jour où je suis allée faire mes reportages à la Cité Confort, la première fois, je suis tombée sur lui. Lui, il habite là-bas. D'accord. Juste en face du minaret, donc de la mosquée de la Cité Confort, vue sur mer, il faut le préciser. Rélo est allé acheter le pain, donc il est venu nous saluer. Et c'est ma première rencontre avec lui réelle. Sinon, je le voyais de loin au montage. Pourquoi il est intéressant? Parce qu'il est complet. Je ne vais pas parler de sa peinture cette fois-ci, parce que notre collègue Nessiba Jaïdir a déjà fait un reportage. Je ne vais pas non plus parler du prix qu'il a reçu récemment au Liban, parce que notre collègue de l'information, Walid, a fait un reportage sur lui il y a quelques semaines. Moi, j'ai pris le côté créatif. Le côté créatif qu'on ne connaît pas de lui, qu'on va découvrir aujourd'hui d'ailleurs. Il faut rappeler qu'il est animateur d'une émission qui s'appelle Certifié des aides et qui est excellente. Et c'est un excellent animateur, mais c'est surtout un excellent réalisateur. Et il est aussi excellent au montage. Lui, c'est quoi? C'est une charge d'émotion. Khairuddin Khaldoun, qui est descendant de l'historien et précurseur de la sociologie Ibn Khaldoun. Il faut dire, la référence, elle est magique. Et c'est ce qui le rend magnifique, lui aussi. Il a un don pour la création et pour la réalisation. Il est tombé dans le... Alors, il s'inspire de son décor quotidien, c'est-à-dire la vue qu'il a de chez lui. Et il a créé des petits personnages en fil de fer, on va dire. C'est comme ça, c'est de la récup. Il utilise la récupération. Il a créé Slikou et Slika. Slikou, c'est des personnages. Oui. Voilà, on les voit. Exactement. Et on voit Khairuddin Khaldoun qui est en train de travailler. Slikou et Slika. Oui. Voilà, ça vient de silk finalement. Ça vient du mot du matériau. Fil de fer, exactement. Alors l'intérêt c'est quoi? C'est qu'il prend, c'est un cadre unique.
Il essaye de travailler dans un cadre unique. Il prend à peu près entre, enfin, on va dire 30 images par seconde et qu'il relie de bout en bout. Et ça donne un film animé en fait, qui est très joli. Il met de la musique, il crée les petits, on va dire, costumes qu'on voit. Celle de, j'ai du mal à le dire parce que moi j'appelle Slickette, mais en fait c'est Slicka. C'est très joli à voir. Et donc l'idée c'est quoi? Le stop motion, c'est nouveau chez nous. C'est pas quelque chose qui existe depuis des années. Il y a quelques tentatives. C'est quelque chose qui est né surtout dans les réseaux sociaux. C'est joli, t'as vu, mais avec la musique, très tu vas voir, il danse sur du tango. Ah. Voilà, donc ça ne m'étonne pas de la part de Khairo en tout cas. Oui, voilà. En gros, le stop motion, c'est une technique d'animation image par image. Et comme je l'ai dit, c'est à peu près 30 à 50 images par seconde. Ça dépend du rythme qu'on veut donner à son film. Les photos sont prises les unes après les autres, donc c'est le mouvement et le corps en fait. Tu sais, tu es en train de dire 30 images par seconde et je suis en train d'un petit peu d'essayer de compter. Mine de rien, dans le film, on a 24 images par seconde, donc si c'est 30, ça veut dire que c'est très animé, donc c'est très gracieux, j'ai envie de dire. Je n'ai pas encore vu, mais j'imagine que ça va être très gracieux. Je suis sûre que tu vas aimer. S'il y a 30 images par seconde, c'est qu'on voit le détail, on voit vraiment une animation très gracieuse. On voit évoluer dans un mouvement presque parfait, Sliko et Slika. C'est quelque chose d'incroyable sur une musique. J'ai vraiment hâte de voir tout ça. Oui, j'imagine que nos téléspectateurs aussi. On va le voir peut-être. On va le voir, c'est le portrait de Khairo. On est allé à la cité Confort, en bas de chez lui, et il nous a montré en fait son amour pour la photographie et pour justement le stop motion. Très bien, alors on va voir tout ça en images. C'est donc un portrait qu'a réalisé Samira Hadjamar, un autre collègue, donc Khairo Khalidine, qu'on salue ce matin. Khaldoun. Hello Khairo. Hello Samira. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Merci de nous accueillir dans ta cité, la cité de la promesse tenue. Et je pense que j'ai tenu à ma promesse. Absolument, oui. Je t'ai promis de te faire découvrir mon quartier, mais avec un œil artistique, si je peux dire ça ainsi. D'accord, voilà. Tu faisais quoi? Ben, je prenais une photo de cette tour. Tu vas nous faire découvrir ta passion pour la photographie. Volontiers. Pour ta cité aussi, la cité du confort. D'accord. On y va? On y va, d'accord. Super. C'est ça. Donc Khairo, qu'est-ce que représente cette cité pour toi? Écoute, c'est le quartier où je suis né déjà, donc j'ai mes repères. C'est un quartier populaire, populeux, donc il y a beaucoup de repères, il y a beaucoup de souvenirs qui ressurgissent à chaque fois que je revois mes photographies. Voilà, donc les choses n'ont pas évolué dans un sens historique, je dis bien. On a toujours la même architecture, on a toujours le même repère. Quand je me réveille le matin, donc depuis le balcon de ma chambre, j'ai la même vue. Et je pense que la notion de la dimension, je l'ai vue grandir. Donc j'étais petit, je voyais le minaret que je vois depuis le balcon de ma chambre, je le voyais tout grand, qui m'inspire beaucoup. On le retrouve dans tes photos, dans tes installations. Pratiquement là où il y a une œuvre de Khalidine, il y a un soupçon du minaret du Clos Saint-Landry. D'accord, ouais. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Une histoire que tu racontes dans tes œuvres. J'avoue qu'il y a toujours un côté mystique, spirituel dans la démarche, dans le sens et dans le message. Peut-être que c'est l'influence d'un vécu, voilà, donc dans un quartier où à la fois on a une modernité mais on a un conservatisme. Alors Samira, j'étais petit, je venais dans cet endroit pour me balancer. On va se balancer. Tu tombais ou pas?
Avec le thé sympa. Tu Alors, tombais ou pas? Non, je ne tombe pas. Tu es tombé amoureux de la vue? Je suis plutôt tombé amoureux de la vue et du minaret et de quoi, toute la baie algéroise. La baie justement. algéroise. La plus belle au monde. La plus belle au monde. Et justement, ce côté un peu ludique, enfant de Khaireddine, l'a provoqué à penser à un petit concept photographique où j'ai intégré mes figurines faites avec le fil de fer. Donc c'était des figurines qui suivaient mes états d'esprit matinaux. Je me réveillais le matin, depuis le balcon de ma chambre, je contemplais la vue et la lumière déterminait la nature de la mise en scène. La place de la porte de la mer, la place des Quatre Vents, la place des Arcades, la mer, la baie. Bien sûr. Le minaret, oui, le monument des martyrs. Oui. Vraiment une superbe balade. Oui, entre Salambier et Bab el Oued. Tu es chanceuse, Samira, finalement. Oui. Hein. Tu as eu un très beau cadeau, il faut dire. C'est très Je m'y attendais pas, franchement. Et puis, on a vu quand même un petit extrait de la danse tango qui était superbement bien faite, finalement, de Sliko et Slika. C'est incroyable. Voilà. On aurait voulu... On le repassera, Inch'Allah. Voilà. C'est très joli. Samira, juste une question par rapport au montage. Je ne sais pas, mais j'ai reconnu un petit peu la touche de Khairo. Il a assisté au montage. C'est un excellent monteur aussi. Un excellent réalisateur, justement, j'ai reconnu la touche. Et il n'a pas imaginé que je pouvais le faire sans lui. Donc, voilà. J'ai travaillé avec lui et j'ai appris avec lui aussi. Donc, je le remercie. Voilà, alors Samira, on avait peut-être une nouvelle façon de faire. Plutôt d'apparaître oui, plutôt de traiter un petit peu tout sujet. Donc on t'a vu un petit peu dans le sujet, on a vu l'entretien, on a vu toutes ces émotions qui se sont dégagées finalement qui ont été transmises et qu'on a bien ressenties finalement. Exact. C'est grâce à Khaireddine Khaldoun qui voulait absolument partager ce moment. On a du mal à dire Khaireddine parce qu'on l'appelle Khairo. Voilà, Khairo, on l'a toujours appelé Khairo. Mais c'est Khaireddine Khaldoun et je suis ravie, moi je le connaissais pas très bien, je le croisais, mais je suis ravie de l'avoir connu. C'est une boule d'émotions, c'est un créatif, c'est un artiste complet. Il fait beaucoup de choses et je lui souhaite vraiment... Je suis sûre qu'on entendra encore parler de lui, au-delà du fait que c'est un enfant de la télévision qui a été, la télévision algérienne, et qui a grandi dans les bras de Canal Algérie, puisque ça fait, je pense, 15 ans qu'il est là. Voilà, donc il a beaucoup de mérite et beaucoup de talent surtout. Voilà, effectivement. Voilà. Et c'est beaucoup d'émotions finalement. Oui. Donc un artiste... complet, et qui cette technique est très intéressante. La technique de la réalisation en stop motion est très tendance et ça mérite, franchement, ça méritait un sujet. D'autant plus, c'est ce qui est utilisé en général et de plus en plus sur les réseaux sociaux. Donc,
Voilà, de Sliko et Sliquette. Franchement, moi, j'ai craqué pour les deux. Voilà, donc c'est un ensemble de photographies qui ont été animées. Voilà, des séquences d'images, je crois. Ça peut être, en fait, c'est à partir de 30 images, ça peut être moins, ça dépend du rythme que l'on peut donner à son document. Voilà, c'est ça. Et donc pour la musique aussi, que tu avais accompagné ton reportage, c'était aussi inspiré un petit peu de Sliko et Slika. Exact. Je trouve qu'il a donné une âme. Et ce qui est encore plus une âme, c'est il dédie toujours tout son travail, il le dédie à Alger, à l'Algérie, et particulièrement Alger, et à ce qu'il voit. Et c'est touchant, c'est bouleversant, et ça met aussi en valeur notre patrimoine algérien. Voilà. Effectivement. Donc, pour revenir un petit peu à cette technique du stop motion, donc on ne connaît pas beaucoup de personnes, du moins en Algérie, qui s'adonnent un petit peu à cette nouvelle pratique. Oui. Voilà. Donc, toi qui as eu donc l'occasion de discuter avec Khairo, comment vous voyez un petit peu l'évolution probablement de cette, à travers son regard peut-être, de cette technique? Moi, à mon avis, comme c'est ludique, attractif et que c'est très sympa en fait. Il y a beaucoup de... il utilise la récup pour les fils de fer. Tu as vu le petit costume de Slika. Slika, il faut que je lise le nom, sinon c'est fichu. Mais sinon, je trouve que c'est... oui, ça marche. Ça va marcher encore plus, certainement. Pense. Et en fait, ce qui fait Khaïreddine Khaldoun, c'est qu'ils sont là, à Clos-Salambier, il pourrait très bien se déplacer. Et à chaque fois, c'est une thématique. Ça peut être Sliko et Sliquette et Slika, pas Sliquette, à New York. Il y aura peut-être d'autres Sliquettes. Peut-être que la famille va s'agrandir. Qui sait? Oui, bon, en tout cas, dans le contexte, il change d'endroit à chaque fois. Voilà. Il s'inspire, lui, très souvent, les quartiers qui, bien sûr, c'est son quartier, le Clos-Salambier. Et il va souvent à Bab el-Oued, et pour les photos, et pour ses créations. Mais ça peut être au Liban, ça peut être à Beyrouth, ça peut être à New York, ça peut être à Rome. Et à chaque fois, il les fait voyager, et il nous fait voyager, surtout. Il a une page Facebook, donc Khaïreddine Khaldoun, il faut le suivre. Moi, je vais le suivre, au-delà de la beauté de ses... moi, je le suis déjà depuis quelques années. Ses photos. De ses photos, voilà. Chargé d'émotions, et c'est à fleur de peau. Voilà. Effectivement. Samira, merci beaucoup pour ce beau partage, comme chaque samedi d'ailleurs. Merci beaucoup. Voilà, vraiment très belles émotions qui ont été transmises ce matin à travers Sliko et Slika. Voilà. Sliko et Slika, voilà. On retient quand même les noms des personnages. Merci beaucoup, Samira. On se retrouvera la semaine prochaine. Inch'Allah. Merci à Khairo aussi. Donc, un grand coucou à Khairo. Ce matin, on le verra peut-être tout à l'heure, aussi à Canal Algérie. Peut-être au montage. Peut-être au montage, oui. Pourquoi pas. Merci beaucoup, Samira. Alors, on reste quand même avec les traditions, puisque cette semaine, le Riyad El Fath donc, a abrité un salon, donc une exposition de traditions. C'était à l'occasion de Yennaïr. Ça a duré quelques jours et c'est Maya Amrani donc, qui s'est intéressée à cette exposition et elle est revenue avec ses images. Au Palais de la Culture Mevlou Zakaria, une exposition qui répond aux besoins des artisans de promouvoir l'artisanat algérien. Ces artistes s'impliquent dans la vie culturelle nationale. C'est des objets faits main, bien sûr cuits au four. Et c'est de la peinture cuite, elle n'est pas toxique, spécialement pour la vaisselle. Les traditions de notre société continuent à être perpétuées de nos jours. Dans des circonstances précises de l'existence, il s'agit donc de mettre en scène, indirectement, une mémoire collective précieuse. C'est des plats qui sont composés, la majorité à base de blé. Comme toutes les régions du territoire national, moussem, comme on dit à Constantine, moussem, les plats à base de blé, ils sont présents, que ce soit les plats traditionnels, les pains ou les gâteaux sucrés. Essia Boulhbel, artisane et artiste peintre, se convertit dans la fabrication du chocolat maison. Première truffe au chocolat remonte à j'avais 15 ans. Donc je me suis dit pourquoi pas, une petite conversion, un essai vu la crise sanitaire. Donc là je suis au palais, je suis toujours au palais, comme à mes habitudes pour les bijoux et la peinture sur verre. Donc là je suis dans des bars énergétiques, flocons d'avoine et tout ce qui est bon pour la santé, pruneaux, grains de sésame. Je suis dans des pruneaux, des abricots, des figues séchées, du chocolat praliné noisette amande. Spécialité gâteau traditionnel, gâteau de fête, voilà. On fait tout, قنيدلات, عرايش, مقروط العسل, مقروط اللوز,
tous les modèles à l'ancien avec une petite touche moderne, c'est tout. Je suis producteur de safran des Michelin, des Gouaine El Hammam. Ça fait maintenant 8 ans que je produis du safran. Il n'y a qu'une seule récolte par an, c'est au mois de novembre. Enfin, elle débute grosso modo vers la fin du mois d'octobre et elle s'étale jusqu'à début décembre. Donc tous les matins, j'ouvre la porte de la safranière et je vois les fleurs. Donc je ramasse les fleurs. Donc la première étape c'est ça, c'est donc la cueillette des fleurs. Ensuite, une fois que les fleurs sont cueillies, je vais à la maison, on étale tout ça sur une table et on extrait le pistil. Donc le pistil à l'état naturel, il est là. Hein. Donc là, il est réhydraté. Mais sinon, ensuite, effectivement, le pistil est commercialisé comme ça. Donc là, il est déshydraté. Poterie et tissage, tous ces ornements et objets sont liés à des artisans anciens qui constituent des pans de notre patrimoine. Ces artisanes sont venues de Khanchla. هنا كان مخذوه نحو منه الزبده هذيك ناكلوها نمدوا الاولاد نديروا الزريقيه نديروا الطمينه وبعد تخدموها هكذا نخدموها بالمغزل هذا نديروا الفراشات نديروا القشاشب نديروا البرانس للرجال نديروا الحنابل كيما هذا منها الحنابل ها كيما هذا ها Le jeune designer et talentueux Tarek Boulifa a créé un concept pour les décorations d'intérieur à partir du hambel auquel il redonne vie par la récupération. Nous retrouvons le confort et la chaleur d'un intérieur traditionnel. D'accord. Donc de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie et là on va parler donc des animaux, de la prise en charge des animaux et ce sera en compagnie du professeur Rachid Triki Yamani. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Alors vous êtes professeur en médecine vétérinaire, vous êtes au niveau de Blida. Oui. Et vous avez un rapport très particulier avec les animaux du moment que vous êtes vétérinaire. Depuis une quarantaine d'années. Déjà, mine de rien. Voilà. Alors quand on parle d'animaux, première chose qui nous vient à l'esprit, ce sont les enfants, d'une manière générale. Parce que généralement, c'est eux qui réclament un animal de compagnie. Donc finalement, si on doit adopter un animal, donc comment se fait l'adoption de ces animaux? Très bien. Très bien. Écoutez, moi je pense qu'avant de répondre à cette adoption, il faut peut-être avertir tous nos amis téléspectateurs que c'est un choix qui est important. Oui. Ramener un animal de compagnie à la maison. Pourquoi? Parce qu'il faut se mettre à l'esprit que c'est un nouvel élément dans la maison. C'est un membre à part entière. Pourquoi j'y tiens beaucoup? C'est pour ne pas tomber dans l'excessif et voir ce qui se passe ailleurs, notamment en Europe, pour ne pas dire en Amérique, dans les pays développés. À la veille des vacances, il est lâche dans la nature, il les jette. Haram alena, pourquoi on arrive à ce stade-là? Donc, si on a cette capacité de prendre en charge un animal, ça va du début jusqu'à la fin. Il n'est pas question de l'abandonner. Bien sûr, un membre à part entière de la famille. Alors, si on dit que c'est un membre à part entière dans la famille, c'est comme un humain, c'est tout prendre en charge. D'abord, son éducation. Un chiot, un chaton n'est pas un adulte, comme un enfant n'est pas une personne. Il faut prendre en considération cet aspect. Donc, son adoption, il est très important. Je vais vous donner un exemple parce que c'est un monde très vaste. Prenons le chiot. C'est des cas assez fréquents. Ne jamais prendre, par exemple, un chiot à 2-3 semaines, à l'âge. Parce que c'est une période où il est aveugle, où il a besoin de sa mère. Pourquoi il a besoin de sa mère? C'est comme un enfant. Il a besoin de son colostrum pour pouvoir constituer son immunité et lui transmettre tous les moyens de se protéger contre l'agression de l'environnement. Et puis, entre la 3e et la 7e semaine, c'est une étape, comme en humain, on parle de l'étape de socialisation. Et c'est la mère qui a charge de ça. Donc c'est la chienne pour son chiot et la chatte pour son chaton. C'est une période qu'il ne faut pas rater. Si on la rate, on a un animal qui est complètement de travers. Il devient agressif, anormalement agressif, il peut salir partout. Donc c'est une étape charnière. En un mot, ça revient à dire, quand on doit adopter un chiot, c'est à partir de la 7e, 8e semaine, pas avant.
Très bien. Voilà, le laisser du côté de sa mère. Je pense que ça, c'est une étape qui est fondamentale. Et puis, excusez-moi, je vous en prie. Pour cette question, parce que là, c'est très important ce que vous dites. Et donc là, c'est pour les chiens, donc vous avez dit entre 6 et 7 semaines. Qu'en est-il, par exemple, des autres animaux, par exemple des chats Est-ce que ça doit obéir aussi aux mêmes exigences aux mêmes exigences. C'est juste le timing qui va différer un petit peu. Au lieu de 7-8 semaines, c'est peut-être 6-7 semaines, etc. Mais dans son essence, c'est exactement le même phénomène. Respecter ces étapes. La première étape d'allaitement, de colostrum particulièrement, c'est-à-dire le premier lait, et puis l'étape de socialisation, elle est fondamentale pour pouvoir bénéficier en toute facilité de son adoption, c'est-à-dire qu'il répondra beaucoup plus facilement. Maintenant, pour l'adoption proprement dite, vous savez, il y a deux gestes qui sont fondamentaux. Il y a le bâton et la carotte, hein, c'est-à-dire être ferme, et montrer qu'on est capable de séduire. Et puis de l'autre côté, la récompense, elle est fondamentale. C'est comme un enfant finalement, professeur. Pardon ? C'est comme un enfant finalement. Et absolument, c'est comme un enfant. On considère ça comme de la pédiatrie, au sens noble du terme. Hein. Voilà. Donc c'est bâton et carotte. Mais ce qui est aussi très important, ne jamais décaler. Exemple, c'est-à-dire qu'un chiot a uriné quelque part, a sali, puis on attend que le papa revienne pour qu'il le réprimande. Faut pas faire ça. C'est sur le coup. Parce que si vous décalez, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Si après, vous venez vous le taper, je veux dire, c'est quoi ces humains? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est un peu comme les enfants aussi. Hein. Ils oublient très vite. Et pourquoi maman m'a frappé? Absolument. Et pour le récompenser, il faut le récompenser. C'est l'un des rares moments, entre parenthèses, c'est un point qui est très important, chez un chiot par exemple, lui donner une douceur. D'accord. Ne pas abuser sur la sucrerie, à lèche. Parce qu'ils sont capables, comme l'humain, de faire des diabètes sucrés. Très bien. Voilà. Et puis on en reparlera sur les autres questions, il y en a tellement. Exactement, donc ça c'est peut-être pour le volet adoption. Donc qu'en est-il maintenant aussi de l'apprentissage, du dressage par exemple quand on parle des chiens? D'accord. Alors, peut-être revenir à une question essentielle, donc peut-être le choix de l'animal à ramener. Bon, un chat ne pose pas de problème parce qu'un chat n'a pas besoin de grands territoires. Hein. Il a besoin de son petit coin, ça lui suffit. Mais pour un chien, c'est beaucoup plus compliqué. On va prendre une race dont le gabarit va dépendre de la surface de l'appartement, par exemple. Si c'est un appartement, une villa. Bon, si c'est une villa, le problème se pose avec moins d'acuité. On peut prendre de grandes races, type dalmatien, doberman, ça pose pas de problème. Mais dans un appartement, autant opter pour les petites races, type Yorkshire, Chihuahua, ça se passe très très bien. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, au premier temps de leur vie commune avec nous, leur apprendre leur espace. C'est-à-dire un petit coin, j'allais dire, de toilette, un petit coin pour manger, etc. Il faut qu'ils s'habituent à ça. Et pour s'y habituer, à chaque fois qu'on fait un geste, l'accompagner d'une parole. Manger, pardon du terme pipi ici. Et ils vont assimiler au fil du temps. Et je vous promets, ils vont vous étonner un beau matin, ils vont aller directement dans leur coin pour manger, pour salir, etc., etc. Alors justement, dans ce sens, professeur, nous avons un reportage, notre collègue Malim Oussaïd, qui s'est intéressée au dressage des chiens. Justement, elle est partie donc, dans un endroit où on fait le dressage. Je vous propose donc de voir ce reportage. C'est des gros gabarits, oui. Voilà, et on se retrouve juste après. Avec plaisir. Avoir un compagnon à quatre pattes est une responsabilité permanente. Chien de garde ou chien de compagnie, le dressage est une étape indispensable pour installer une harmonie entre le maître et son chien. Un éducateur canin il donne de bonnes éducations pour le chien et une bonne formation pour le propriétaire. Parce que le chien, on l'éduque et le propriétaire, on le forme. Ça, la majorité, c'est qu'on forme premièrement les chiens qui ne se bagarrent pas entre eux, les chiens qui gardent l'enceinte de son propriétaire, parce que souvent ils viennent pour apprendre aux chiens à garder. Moi, je suis contre. On dit علم له ياخذ الراي ومن بعد دير لا غارد هكذا تقدر تجيريه
Parce que si on fait uniquement l'attaque, le jour au lendemain, on ne pourra pas gérer un chien, c'est vrai. Il y a Rabbi qui est mort drari, il n'y a pas de mauvais chien que de mauvais maîtres. كان تعلمه ياخذ دراي يعاس تدي معك البحر. Plusieurs séances sont nécessaires pour apprendre au chien l'obéissance et au propriétaire la maîtrise de son animal. Dans le domaine de la cynophilie c'est quoi? C'est Mouhibbi al-Kilab, باللغة العربية. Et le chien dirait un ami, dirait un membre de la famille. À 2 mois, on commence à éduquer un chien sur une table. On lui fait assis, le jeu, couché. On lui apprend le nom terre. À chaque fois, on lui donne la nourriture. Je lui donne la gamelle. Redois kif kif, redois kif kif. Et on lui يسمع black يعرف اسمه. Comme les porcs. Allez, ne vous arrêtez pas, allez-y. Créer des liens de confiance entre le maître et son chien passe par plusieurs étapes, la fermeté et la rigueur, mais se finit toujours par une récompense et une caresse affectueuse. Pour que ce soit plus simple pour la vie quotidienne et tout, par exemple pour traverser la route, pour qu'il soit avec moi à la maison, surtout pour les besoins, tout ça. Bon, je vais pas mentir, c'était plus simple parce que maintenant il y a beaucoup de trucs à faire, à cas des tâches. Par exemple, lui brosser tous les jours, le faire sortir et tout. Du coup, quand même, c'est un peu encombrant, mais quand on est à la maison, bah, quand même, ça donne un peu de joie, voilà. Et c'est une boule d'amour après tout, il caresse, il est très fidèle. C'est un bon ami. Malgré les croisements et la multitude de races de chiens qui existent aujourd'hui, la fidélité des chiens est une qualité qui reste propre au genre canin. Que j'ai édité, fait 400 pages, le chien. Ben voilà, donc le professeur nous dit quand même qu'il y a carrément des écrits, des livres qui sont dédiés à des races spécifiques, à des animaux spécifiques. Donc là, professeur, nous étions en train de voir le reportage de Mariam Oussaïd qui s'est intéressée donc, au dressage des chiens. Donc vous étiez en train de nous expliquer que le dressage, c'est pour les grands gabarits finalement. Plutôt, oui. Plutôt. Parce que les petits gabarits, enfin les petites races type caniche, Yorkshire, Chihuahua, on n'a pas besoin qu'ils nous gardent ou qu'ils soient agressifs vers d'autres. Non, c'est pour vivre banalement avec nous. Voilà. Donc pas un grand dressage. Ce que je relève du documentaire, il y a un passage qui est très important, c'est cette histoire de fermeté. Ce que je disais, bâton et carotte. Ne pas tomber dans l'extrémisme, c'est-à-dire trop gentil ou là trop méchant. Voilà. Non, il faut pas. Comme si on se comportait avec un enfant. Quand on dit à un enfant, tu te tais, etc. Chez le chien, c'est la répétition, à l'âge, parce que ce qu'on appelle des réflexes conditionnés, pavloviens. C'est Pavlov qui a découvert tous ces phénomènes. Voilà. Donc c'est la répétition qui fait que l'animal enregistre et surtout, j'insistais tout à l'heure, faire le lien entre ce qui est mauvais et ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et la récompense toujours en bout de chaîne. Quand on veut rectifier, quand on veut récompenser, ben on donne une petite douceur. Alors, professeur, on a un peu du mal à imaginer un vétérinaire qui ne possède pas d'animal de compagnie. Oui, ça peut se comprendre. Vous avez vous-même un animal de compagnie? Absolument. Parce que moi, j'ai ce privilège d'avoir un appartement pas immense, un grand petit F3, bon bref. Oui, j'ai un chihuahua et j'ai cédé sous la pression de ma gamine, sinon jamais je l'aurais pu le ramener, parce que ça prend de la place. Comme la plupart des parents d'ailleurs, ils cèdent à la volonté des enfants. À la volonté des enfants. D'ailleurs, on va revenir sur la volonté des enfants. Et juste pour quelques anecdotes, pour dire qui prend place et qui devient membre de la famille, juste pour anecdote, de temps en temps, moi avec mon épouse, on s'amuse, on élève le temps. C'est là qu'on a découvert. Eh bien, il se met entre nous. Comme s'il essayait de pousser madame. Comme s'il de me pousser. Et une fois que ça s'aplanit, là, s'il n'y a plus d'histoire, eh bien, il se retire. Il se retire. Il a ce phénomène, il a un deuxième phénomène extraordinaire. Il sent un membre de la famille arriver, je vous promets, derrière moi, j'habite en face d'une mairie. Derrière la mairie. Il le sent. Il se met à aboyer.
Troisième chose, il reconnaît le klaxon d'une tante qui vient par moment. Elle l'adore, donc elle est très affectueuse avec lui. De la même voiture, de la même marque, du même klaxon, il ne réagit pas. Mais de sa voiture, de son klaxon, sans la voix, il réagit. Et puis autre chose, je peux dire vulgairement, il est chouïa. Quand il y a un étranger, alors il se met à aboyer de façon terrible. Et pour l'anecdote, une fois dans le bâtiment, une équipe Sonelgaz était venue à l'extérieur réparer un câble. Et nous, on le lâche dans le balcon de temps en temps. Il s'est mis à aboyer. Que répond le technicien Sonelgaz? Il me dit, je t'ai les piles. Voilà. Alors, professeur, justement, pendant que le reportage de Melim Oussaïd passait, nous avons justement discuté, commenté un petit peu le reportage. Et là, nous sommes arrivés à dire que tous ces comportements des animaux, finalement, ils ont aussi un spécialiste. Donc, tout comme le vétérinaire, il soigne la maladie, tout comme un comportementaliste. Voilà, comportementaliste qui va donc essayer de traduire, de comprendre un petit peu les comportements des animaux. Alors, en Algérie, professeur, qu'en est-il de ce métier? Très honnêtement, à ma connaissance, il n'y a pas encore ce spécialiste en Algérie, mais je sais qu'ailleurs, même ailleurs, c'est une monnaie assez rare, parce que c'est une discipline relativement nouvelle. Depuis une vingtaine d'années, on commence à en parler du comportementaliste, pour ne pas dire le terme plus pompant, un éthologue. Éthologue, il étudie le comportement. Et vous en avez quelqu'un qui est très très célèbre sans faire de la publicité. Il fait des émissions très spécialisées dans une chaîne américaine, il s'appelle César. Et je vous assure qu'il fait des miracles. Il peut se déplacer dans les cas très graves, mais quand c'est des cas relativement modérés, à distance, il peut régler ces problèmes de déviation comportementale. Et sans utiliser la chimie, c'est juste une remise à l'ordre. D'accord ? Alors, ce sont des animaux en général qui ont été traumatisés, sans peut-être avoir vécu un traumatisme physique, mais déjà un traumatisme psychique, l'abandon, etc., le froid. Et ils peuvent faire des déviations comme ça. Et il faut réduire, il faut rectifier ces comportements. Effectivement. Et sinon, professeur, il y a un autre volet très important aussi quant à la prise en charge des animaux, c'est un petit peu leur alimentation. Alors, nous allons en parler dans un petit moment. On ne sera pas seul sur le plateau, on va avoir d'autres invités avec nous. Plaisir. On aura notre petite Meissa qui est une rubricarde avec nous. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la rencontrer en coulisses. Si, voilà. Donc Meissa, chaque samedi, elle vient nous parler d'un thème qui touche un petit peu les enfants. Et aujourd'hui, elle a choisi de parler des animaux de compagnie. Donc elle sera avec nous dans un petit moment. Mais avant cela, on va voir un reportage de Lamia Boudbouda qui, elle, s'est intéressée à une animalerie pour voir un petit peu tous les produits qui se vendent en ce moment, justement, que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour l'éducation ou pour le dressage des animaux. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Avec plaisir. En Algérie, le business des animaux a pris son envol. Entre alimentation, accessoires, soins, jeux et autres prestations, il y a de tout pour satisfaire nos petites bêtes et pour les dorloter plus encore. Plusieurs marques redoublent d'ingéniosité. Chats et chiens sont sur le podium de la mode. Paillettes, strass, colliers fluorescents et la panoplie ne s'arrête pas là. Ryan nous en dit un peu plus. Vous avez des colliers comme cela. Ça, c'est des colliers fluorescents. Dans le noir, ça brille pour retrouver votre chat. Il y a plusieurs modèles de colliers, ça dépend des goûts des gens. Des chats, par exemple, si c'est un mâle ou une femelle, certaines personnes prennent du rose pour une femelle, autre chose avec des paillettes et ainsi de suite. Donc ça dépend vraiment du goût des gens. Il y a certains avec des bandanas comme ceci. Jouets pour chats et chiens à l'effigie de souris ou de poissons, des balles, des cannes à pêche, des plumeaux, le choix est large. Il y a même des doudous. Il y a beaucoup de jouets, il y a beaucoup de clients qui achètent vraiment des jouets pour leur chien ou chat, pour les chouchouter un petit peu, ils méritent, on va pas vous se mentir. Pour des chiens par exemple, il y a des jouets comme cela, des petits poussins. Des petits poussins qui font du bruit pour qu'ils mordent dedans. Ou pour les chats, vous avez aussi des petites balles, des clochettes, des petits trucs en laine comme cela. Ils jouent avec, ils griffent dessus. Il y a beaucoup de trucs. Vraiment, c'est fait pour leur faire plaisir, pour qu'ils jouent. Des sacs à dos transparents sont même disponibles pour transporter ou promener en tout confort votre matou préféré ou petit chien. Coussins et paniers en fourrure
permettent un instant de repos douillet. Imen, une cliente, nous a fait part de ses derniers achats pour ses chats siamois. Je leur ai acheté l'arbre à chat. C'est quand même important. Je pense que ça nous permet de leur offrir leur univers. Bon, vu qu'ils sont très actifs, certains petits jouets comme des petites balles, pas mal de choses. Je pense qu'ils ont quand même, on doit les traiter comme nos enfants. Je pense que c'est ça. Casanimo, une chaîne d'animalerie qui regroupe 3 boutiques et un site de vente en ligne pour dorloter vos petites boules de poils et autres animaux de compagnie. La passion des Algériens pour les animaux, elle était connue dès le départ. Depuis des années, les Algériens étaient passionnés par tout ce qui est oiseaux. Mais maintenant, ça s'est élargi pour les chats, essentiellement, parce que, on va dire, plus de 50% de nos clients sont des amoureux des chats. Puis vous avez les chiens, après les oiseaux, puis les rongeurs, lapins, hamsters, etc. Et, voilà, et poissons. Et notamment durant cette période de confinement, où les parents et leurs enfants ils étaient confinés à la maison, donc ils avaient le besoin d'acquérir un animal de compagnie chez soi. Donc la demande elle a vraiment augmenté. Et donc qui dit vente d'animal, dit l'accessoire qui vient avec tout ce qui est jeux, t-shirts, jouets et donc plein d'autres accessoires. Tout y est confort et réconfort pour votre ami et animal de compagnie, car ils ont le droit à leur petit bien-être. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Des invités surprises sur le plateau. Je vous présente Philou et Alice. Et là, on vient de donner des noms à des 2 hamsters qui viennent de nous rejoindre. Et c'est Meissa qui les a prénommés. Meissa, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, Meissa? Ça va bien, merci. Alors aujourd'hui, tu nous as bien gâté le plateau. Hein, beaucoup d'ambiance sur le plateau. Oui, alors je tiens à remercier Casanimo de nous avoir prêté ces animaux. Et que tu as invité d'ailleurs, parce que tu n'es pas venu seul. Tu es venu en sa compagnie. Bonjour. Bonjour. Marhaba. Merci beaucoup de nous inviter. Voilà, alors Ryan Touati. Exactement. Bonjour. Et le professeur donc est toujours avec nous. Professeur Meissa est avec nous aujourd'hui. Elle va nous parler un petit peu de l'importance donc des animaux dans la vie des enfants. Oui, exactement. Donc les animaux de compagnie. Alors les animaux de compagnie sont des petites bêtes que l'on garde à la maison, que ce soit un chat, un chien, un lapin, un oiseau, un hamster et même des poissons. Ils deviennent très rapidement presque un membre de la famille. Nombreux sont les enfants qui réclament avec persévérance un animal de compagnie qui deviendra par la suite son compagnon de jeu et une source incroyable d'apprentissage et de réconfort. Effectivement, et justement les animaux de compagnie Meissa apprennent beaucoup de valeurs aux enfants. Exactement, oui. Il nous apporte aussi beaucoup de bienfaits émotionnels, éducatifs et améliore les comportements sociaux des enfants et adolescents. Je vais vous présenter quelques-uns. Apprendre le respect d'autrui. Un animal de compagnie est un être vivant et non un animal en peluche. D'ailleurs, l'animal n'aura pas toujours envie de jouer avec l'enfant lorsqu'il en aura envie lui aussi. Eh bien, c'est la première chose que votre enfant devra apprendre. Alors, professeur, vous soutenez entièrement ce que Meissa est en train de dire. Hein? Complètement. Moi, je lui laisse ma casquette, ça y est. Ben voilà. Alors, s'il tire les oreilles de son chat, celui-ci lui fera comprendre qu'il n'apprécie pas en le griffant ou autre. Et oui, votre enfant comprendra
apprendra rapidement qu'il y a des conséquences à ces gestes. 2. Apprendre la douceur et le calme. Alors les études ont démontré que la présence d'un animal de compagnie peut être apaisante, sécurisante et rassurante pour l'enfant. Alors ce dernier apprend rapidement que s'il est calme, l'animal de compagnie restera près de lui, alors que s'il est agité, l'animal risque de se sauver. Donc 3. Développer son sens des responsabilités. L'âge à lequel on décide de ramener un animal de compagnie, d'accueillir un animal de compagnie et dans la famille est primordial. Alors c'est seulement vers l'âge de 7-8 ans que l'enfant sera assez mature de s'occuper de son propre animal. Et donc assumer cette responsabilité est un apprentissage qui se développe à l'âge scolaire et avant cet âge, l'engagement de l'enfant envers l'animal ne sera que de l'amusement et du jeu. 4e, l'aider à sociabiliser. Alors l'enfant et son animal de compagnie tissent très rapidement un lien d'attachement et donc l'animal apprend à l'enfant, donc lui apprend à s'intéresser à d'autres personnes qu'à lui et à entrer en contact avec les autres. Il lui procure aussi un sentiment de confiance qui lui permet à l'enfant de rester, de ne pas se sentir seul. Voilà, mais sinon, Meissa, là, tu nous as un petit peu parlé des valeurs qu'un enfant donc, peut développer en ayant un animal de compagnie. Exactement. Mais sinon, tout à l'heure, avec le professeur Treki Yamani, nous avait donné quelques conseils donc, avant d'adopter j'allais dire un enfant, mais bon, oui, il devient un enfant. Bah oui, il devient un enfant à part voilà, entière. moi je sais que ma petite chatte, j'ai dit, tu viens chez maman, donc voilà, il devient un enfant dans la famille. Absolument. Donc, tout à l'heure, on avait en compagnie donc, de professeur Treki Yamani, on avait parlé donc, sur l'adoption. Mais sinon, toi, Meissa, qu'est-ce que tu conseillerais les enfants, les parents, donc avant d'adopter un animal de compagnie? Alors, adopter un animal de compagnie est une décision importante. Mieux vaut réfléchir sérieusement. Cette décision ne se prend ni sur un coup de tête, ni sur un coup de cœur. Alors, je vais vous donner quelques conseils pour une adoption réussie des deux côtés. Premièrement, alors il faut prendre le temps de savoir si on est assez prêt, capable d'assumer de telles responsabilités, donc pour que le rêve ne vire pas au cauchemar. Et il faut avoir du temps pour s'en occuper, car oui, un animal a besoin qu'on s'occupe de lui, et il faut aussi avoir les moyens. Deuxièmement, adopter, n'achetez pas. Alors quand vous serez prêt, il est préférable d'adopter au lieu d'acheter. Il y a plein d'animaux abandonnés qui recherchent une nouvelle famille. Vous trouverez sur le net plein d'adresses donc de refuges et d'associations protectrices d'animaux en Algérie qui sauront vous guider et vous conseiller. Vous pouvez aussi adopter donc autour de vous. Il existe des annonces chez les vétérinaires et près de vous. Et il y a de nombreuses familles recherchent des personnes pour leur donner des chatons et des chiots. Voilà, alors comme ma chatte, moi, Minette, donc j'en ai une. J'allais te poser la question, j'allais te dire est-ce que tu as un animal de compagnie, mais ça aurait été vraiment une question à ne pas poser parce que ça se voit que tu es. Oui, alors j'en ai, donc c'est une chatte, oui, donc Minette, elle s'appelle Minette. J'ai même ramené son carnet de santé. Voilà. Et bien... bien pris en charge, professeur. Magnifique. Alors on ne l'a pas achetée, non, et bien on l'a adoptée, on l'a trouvée, elle était abandonnée, et bien une grande voiture a écrasé son pied, elle est maintenant handicapée, et même... moi, je dirais que c'est une combattante, ma chatte. Pourquoi ? Parce que je pense qu'elle garde toujours le sourire. Elle joue beaucoup avec moi. Elle n'a jamais été malheureuse. Et donc, c'est une belle leçon pour toi aussi, hein, pour que tu sois aussi combattante comme elle. C'est toi qui lui offres ça aussi. Voilà. Oui, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai ramené son carnet de santé. Alors, on l'a vaccinée et bien sûr, on lui a fait des rappels.
Et alors, ce qui est bien dans les carnets de santé, c'est qu'à la fin, donc à la fin de chaque carnet, il y a toujours des conseils. On nous donne des conseils, comme par exemple ici. Alors, tu peux montrer à la caméra, Maïssa. Oui, alors ici, par ici. Alors, je vais peut-être remettre Alice à Ryan et reprendre un petit peu ton carnet pour pouvoir le montrer. Oui. Eh ben voilà, c'est bon, tu peux le montrer. Vas-y, tu peux le montrer. Vas-y, tu travailles avec la caméra juste qui est derrière toi. Donc alors, mieux connaître son chat, identification, éducation, alimentation, données physiologiques, hygiène et entretien de votre chat. Ensuite, le départ en voyage. Alors ici, quel est l'âge de votre chat? Il faut savoir que 20 ans chez le chat est l'équivalent à 100 ans chez l'être humain. Oui, et donc le départ en voyage, on nous donne plein de conseils. Vous voyagez avec votre chat, vous partez mais le chat est gardé. Donc après, prévention des maladies infectieuses. Infectieuses. Oui, infectieuses, exactement, oui. Voilà. Et voilà, et donc juste après, eh bien, par les chats. Donc on nous donne aussi des conseils sur le comportement de notre chat, quand il lève la queue, quand il... Exactement. Alors on devient comportementaliste, hein, professeur, malgré nous, finalement. Ce sont les rudiments, c'est la base, c'est le minimum. Moi je voulais juste rebondir sur un point, de tout ce que tu as dit est magnifique dans cette responsabilité. Moi je vais un peu plus loin en disant que c'est le seul moment de la vie d'un enfant où il a l'ascendant sur quelque chose. À l'âge, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il vit sous la pression des adultes. Tais-toi, fais pas de bêtises. Absolument. La seule fois où il peut dominer quelque chose, c'est son animal de compagnie. Voilà. C'est quelque chose d'extraordinaire. Exactement, oui. Et justement, donc là, comme on a dit, Maïssa, tu n'es pas venue toute seule aujourd'hui, donc il y a Ryan avec nous ce matin, donc il nous a bien gâtés aujourd'hui. Bien gâtés aujourd'hui, on est bien accompagnés, il faut le dire. Alors Ryan, donc vous êtes le proprio donc d'un magasin, c'est ça? Donc là où vous proposez un petit peu plusieurs produits, que ce soit des produits alimentaires ou d'éducation ou de dressage pour les animaux. Alors, qu'en est-il un petit peu de l'engouement, un petit peu des gens, des personnes, des propriétaires d'animaux par rapport à tous ces produits? Ok, premièrement, juste, je vous corrige un truc, c'est que je suis un employé, simplement. Et à Casa Animaux, il y a beaucoup de personnes qui viennent adopter des animaux ou demandent des conseils par rapport aux animaux, parce qu'il y a peu, en tout, il y a peu de monde qui a vraiment de connaissances dessus. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas sa première expérience ou qui ont peu d'expérience. Donc ils nous demandent, nous on les aide, on les conseille sur les produits, sur la nourriture, sur par exemple l'environnement ou l'hygiène de leur animal et ainsi de suite. On aide comme on peut et bien sûr on donne par exemple, on demande sur des dresseurs, on donne des contacts, ainsi de suite. Tous les conseils. Donc vous accompagnez un petit peu les gens qui viennent... Oui, qui ont besoin d'aide en général. Voilà, mais sinon vous proposez pas que des produits alimentaires, mais vous proposez aussi beaucoup de produits à côté pour l'éducation, par exemple, pour occuper les animaux, pour jouer avec les animaux, n'est-ce pas? Exactement, on propose plusieurs articles, des jouets, des petites balles, des petites tenues, c'est pour jouer avec son matériel. Voilà, du matériel, même certains trucs médicaux, certains médicaments. On propose beaucoup de trucs pour tout, vraiment, pour que ça soit, pour que votre animal soit en bonne santé. Voilà, exactement, dans de meilleures conditions, soit en bonne santé et heureux. Parce que c'est important de s'occuper d'eux, c'est comme un enfant. Totalement. Oui, il y a eu beaucoup de monde qui sont venus, ils s'occupent d'eux, ils m'ont dit que c'est des responsabilités. Certaines personnes avaient des phobies. Et ils ont acheté un chat ou un chien juste pour la soigner, et maintenant c'est devenu un membre de la famille. Donc, voilà. Professeur, je voulais juste surgir sur le problème de l'engouement. On a longtemps cru que les humains, enfin les personnes qui élèvent comme ça des animaux de compagnie sont en manque d'affection. Une grande étude a prouvé tout l'inverse. Tout l'inverse. Ce sont les gens qui sont en excès d'affection qui adoptent ou élèvent un animal. D'ailleurs, professeur, il y avait même une autre étude sur laquelle je suis tombée il n'y a pas très longtemps. On connaît un petit peu l'avenir d'un enfant lorsqu'on voit son comportement avec l'animal. Donc, si l'enfant est très affectueux avec les animaux, donc ça va être un adulte très affectueux. Si c'est le contraire, eh ben, ça va être le contraire. Il y a eu une étude qui avait versé un petit peu dans ce sens. De ce que vous apportez va plus loin de ce que vous pensez. Sûrement, vous avez dû le voir à la télévision, de tous les bienfaits de ces animaux de compagnie. On reste sur le chien. Les plus connus sont les renifleurs, ceux qui reniflent les explosifs, les drogues, de combat, de garde, de police, etc., etc.
De nos jours, ces dernières années, on a vu naître des chiens qui sont capables de détecter l'hypoglycémie chez un diabétique. Je vous assure, hein, c'est quelque chose d'incroyable. Et ne pas croire que c'est du bluff, c'est une vérité. Hein. C'est des chiens qui ont été élevés dans ça, entourés de diabétiques. Je ne vous parle pas des guides d'aveugles. Ça va très loin, et bien plus loin encore que de ce qu'on peut croire. Voilà, donc finalement, il n'y a pas que l'affection qu'on peut avoir, il n'y a pas que les valeurs, oui, ça va très loin, absolument. Voilà, mais sinon, Ryan, pour revenir un petit peu à vous, pour ce qui est des animaux, donc il y a toute une législation aussi qui régit un petit peu l'activité de l'importation, par exemple, des animaux, de la vente des animaux, n'est-ce pas? Exactement, parce que certaines espèces ne sont pas faites pour vivre dans un pays chaud comme, on va dire, l'Algérie. Donc il y a vraiment un contrôle, on va dire, qui est fait pour qu'il soit en bonne santé, parce que si vous ramenez un animal qui vit dans le froid et vous le laissez chaud, il peut en mourir. Par exemple, un husky, le fameux yeux bleus des traîneaux. Moi j'ai vécu, un Algérien s'est amusé à le faire, il n'a pas tenu longtemps, il en est mort. C'est vraiment malheureux, mais ça arrive que les gens on adopte ou on achète. Et, sans pour autant donc, prendre en considération l'environnement où ils vivent. Toutes ces caractéristiques. Absolument. Et c'est pour ça que quand un client vient nous poser une question par rapport à une race, on le dit, on le conseille, on dit que cette espèce, on l'oriente vraiment. Très bien. Et on fait tout pour que ce soit des animaux en bonne santé, en pleine forme, et qu'il n'y a pas de problème. Voilà, alors là, on vient de me dire qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Franchement, je n'ai pas envie de vous lâcher. Je n'ai pas envie de lâcher aucun d'entre vous juste ce un matin. Juste un petit pan, parce que je viens de voir que notre ami propose des hamsters. Ça va à la limite. Il faut dire qu'un peu plus loin, il y a ce qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Il ne faut pas s'en étonner. L'exemple type, pour ne pas le citer, Michael Jackson avait un python qu'il élevait, etc. Ce sont des animaux encore beaucoup plus affectueux de ce que vous pouvez croire. Ils sont extraordinaires. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle des poikilotermes. Parce qu'ils détectent ils ont plus d'intensité à détecter le contact humain. Les serpents, d'autres reptiles comme les caméléons, on peut les élever, etc. Les lézards, etc. Sachez que ça existe. Hein. Ça existe. Ça existe chez nous? Les caméléons, ça a toujours existé. Les caméléons, ça a de tout temps existé. Ça a tout le temps existé. Les gens du Sud. Surtout les gens du Sud, effectivement. Les gens du Sud. Même les serpents, par exemple des petits serpents de blé, tout ça, on en a. Donc c'est trop bien. Et ça intéresse aussi? Oui, ça intéresse beaucoup de monde. La dernière fois, même un client est venu me parler de son serpent. Il avait besoin d'une lampe à UV. Donc c'est vraiment beaucoup de trucs pour. D'accord. Très bien. Très affectueux. Oui, il demande beaucoup de soins. Voilà, finalement, c'est tout un monde. J'espère qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler encore. On n'a pas encore fait le tour, professeur. Une chose qui est sûre. On n'a pas abordé l'alimentation, sa santé, vaccination. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup à dire. Beaucoup de volets encore à traiter. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Professeur Rachid Riki Yamani, merci beaucoup. Donc, je rappelle, vous êtes professeur universitaire en médecine vétérinaire à Blida. Absolument. Ryan Touati, donc vous êtes vendeur en animalerie. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Voilà, et merci surtout pour les animaux, pour cette belle ambiance que vous nous avez créée ce matin. Mais ça, on ne te lâchera pas comme ça. Oui. Surtout qu'aujourd'hui, tu es bien accompagné. Oui, donc aujourd'hui. Voilà. Alors, professeur Meissa, elle a un animal de compagnie, mais elle a un instrument de compagnie aussi. Elle a toujours son instrument de compagnie. Oui. Voilà, donc ça, Mandoline, tu as une chanson? Oui, alors je vous ai préparé une petite chanson, donc un petit extrait. Alors je vais vous chanter Al-Qalab Zidan, Al-Bulbul Ghanna ala Ghusn al-Ban. Merci. Al-Bulbul Ghanna ala Ghusn al-Ban, Al-Bulbul Ghanna ala Ghusn al-Ban. Ya shaqiq al-Nu'mani, يا شقيق النعماني قصدي نراك محبوب قلبي بين الزهر والريحان بين الزهر والريحان. Bravo Meissa, merci beaucoup. Merci. Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec Coral Peinture.